Eh bien, me revoici pour de nouvelles aventures homériques, si je puis dire. Donc, il s'agit en fait de poursuivre l'analyse du texte sur la rencontre de Circé et d'Ulysse, d'accord? Cette analyse que nous avons faite le lundi, attendez, je regarde, le lundi 4 mai, parce que je me perds dans les dates. Voilà, le lundi 4 mai, vous avez commencé la séance 5 sur la rencontre de Circé, et donc nous poursuivons ce travail-là pendant donc 2 heures pour le mardi 5 mai. Donc normalement là vous êtes connecté le mardi 5 mai. Enfin, l'essentiel bien évidemment c'est que vous respectiez l'ordre chronologique des séances, cela va sans dire. Alors, donc vous vous souvenez que j'avais commencé la séance avec un triptyque, donc 3 tableaux différents qui ne sont pas classés dans un ordre chronologique, voilà, et qui représentent Circé et Ulysse. On voit Ulysse dans le miroir, donc on voit Ulysse par transparence, si je puis dire, dans le premier tableau, celui de John William Waterhouse. Partant de là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait donc lu les textes, je vais vous les relire évidemment, d'accord? Aucun problème. On avait donc lu les textes, ensuite on avait travaillé sur les personnages principaux, d'accord, à savoir Ulysse, Circé et Hermès. On avait d'ailleurs, souvenez-vous, donc travaillé sur les épithètes homériques, d'accord, pour chaque personnage, et sur les subordonnés relatifs lorsqu'il y en avait, puisque pour Hermès il n'y en avait pas. À la suite de cela, on avait donc instruit un questionnaire sur le texte. Les questions étaient les suivantes: que découvrent les compagnons d'Ulysse sur l'île? Quelle est l'attitude de Circé avec les compagnons d'Ulysse? Cite le texte à l'appui de ta réponse. Qu'arrive-t-il aux compagnons d'Ulysse? Raconte. Et enfin, qu'arrive-t-il à Ulysse? De quelle qualité fait-il preuve? Avant toute chose, je vais vous relire le texte, d'accord, pour que vous l'ayez bien en mémoire, puisque certains d'entre vous, effectivement, n'ont pas, en fait, travaillé le passage sur Circé de manière continue, d'accord? Certains ont fait une pause entre les 2 montages vidéo. Donc, je vous relis le passage. Quand apparut l'aurore aux doigts de rose, je réunis tous mes guerriers et je leur dis: ô vous, compagnons d'infortune, écoutez-moi. Nous ne savons plus retrouver ni le couchant, ni le lever du jour. Nous ignorons même où le soleil flambeau des humains passe sous la terre et jusqu'au lieu où cet astre se lève. Réfléchissons donc à un plan. À ces mots, leur âme se brisa de douleur. Ils se rappelèrent les actions funestes du Lestrigon Antipate et les cruautés du terrible Cyclope qui dévore les humains. Alors je divisai en 2 parties mes guerriers aux belles jambières et je donnai un chef à chacune d'elles. Moi, je commandai la première troupe et le divin Euryloque marchait à la tête de la seconde. J'agitai aussitôt les sorts dans un casque afin de savoir quelle troupe irait à la découverte. Le sort qui parut le premier était celui du magnanime Euryloque. Ce héros s'éloigna, suivi de 22 Achéens. Ces guerriers découvrirent au sein d'un vallon les palais de Circé, bâtis en pierre polie et situés sur un tertre élevé. Autour de cette demeure étaient des loups sauvages et des lions que la déesse avait domptés en leur donnant de funestes breuvages. La troupe d'Euryloque s'arrêta sous les portiques de la déesse à la belle chevelure et écouta Circé qui dans l'intérieur du palais chantait d'une voix mélodieuse en tissant une toile immense et divine, une toile semblable aux magnifiques travaux délicats et éblouissants des divinités célestes. Circé accourut aussitôt, ouvrit ses portes brillantes, nous invita à la suivre et tous mes guerriers entrèrent imprudemment dans le palais. Mais Euryloque, soupçonnant quelque embûche, resta seul sous les portiques. Circé les introduisit et les fit asseoir sur des fauteuils et des sièges. Puis leur prépara une mixture de fromage, de farine d'orge et de miel nouveau, dilué dans du vin de Pramnos. Mais elle y mélangea aussi des drogues néfastes pour leur ôter tout souvenir de leur patrie. Quand elle leur eut donné ce breuvage, elle les frappa de sa baguette et les enferma dans l'étable, car mes guerriers étaient alors semblables à des porcs par la tête, la voix, les poils et le corps, mais leur esprit conservait toujours la même force. Aussitôt Euryloque accourut vers le sombre navire nous annoncer le triste destin de nos malheureux compagnons. À ces mots, je suspendis à mes épaules un long glaive d'airain enrichi de clous d'argent. Je saisis mon arc et mon carquois, et j'ordonnai à Euryloque de me conduire par le même chemin. Mais ce héros, embrassant mes genoux de ses 2 mains, laissa échapper de ses lèvres ces rapides paroles. « Fils de Jupiter, ne m'entraîne point malgré moi vers ce palais, laisse-moi plutôt sur ce rivage.
Je sais que tu ne reviendras plus. » Mais je lui répondis aussitôt, « Euryloque, tu peux rester ici pour manger et pour boire. Quant à moi, je pars, car la dure nécessité m'y contraint. » En achevant ces paroles, je m'éloignai du navire et des bords de la mer. J'allais arriver au vaste palais de l'enchanteresse Circé, lorsque sur ma route, Hermès au sceptre d'or se présenta à moi, sous les traits d'un jeune homme à la fleur de l'âge et brillant de grâce et de fraîcheur. Le dieu me prit la main et me dit « Malheureux, pourquoi gravis-tu seul ces montagnes, toi qui ne connais point ces contrées ? Tous tes compagnons retenus auprès de Circé sont comme de vils troupeaux enfermés dans des étables. Viens-tu pour les délivrer ? Oh, alors je crains bien que tu ne puisses t'en retourner toi-même et que tu ne restes où sont tes autres compagnons. Mais écoute, je veux te préserver de ces maux et te sauver. Prends cette plante salutaire qui écartera de toi le jour sinistre et rends-toi au palais de Circé. Maintenant, je vais t'apprendre tous les pernicieux desseins de la déesse. Circé te préparera d'abord un breuvage dans lequel elle jettera des charmes funestes qui seront impuissants, car cette plante salutaire te préservera de tout malheur. Écoute-moi encore. Lorsque Circé t'aura touché de sa longue baguette, saisis à l'instant ton glaive aigu et fonds sur elle comme si tu voulais la tuer. Circé, toute tremblante, désirera s'unir à toi, mais ne refuse point de partager sa couche, afin qu'elle délivre tes amis et qu'elle t'accueille favorablement. Fais-lui jurer alors par le serment des dieux qu'elle ne tramera pas quelque ruse contre toi, de peur que t'ayant désarmé, elle ne t'enlève à la fois et tes forces et ton courage. » En disant ces mots, Hermès me donna une plante qu'il venait d'arracher du sein de la terre, et il m'en fit connaître la nature. Sa racine était noire, mais sa couleur était blanche comme le lait. Hermès quitta l'île ombragée d'arbres et se dirigea ses pas vers l'Olympe. Moi, je me rendis aux demeures de la déesse, l'âme agitée de 1000 pensées. Je m'arrêtai sous les portiques et j'appelai l'enchanteresse qui entendit ma voix. Elle accourut aussitôt, ouvrit ses portes brillantes et m'invita à la suivre. Moi, j'entrai dans le palais, le cœur accablé de tristesse. Circé m'introduisit, elle me fit asseoir sur un trône magnifique orné de clous d'argent, plaça une escabelle sous mes pieds, apprêta un breuvage dans une coupe d'or, y mêla des plantes funestes et me présenta la coupe. Je pris ce breuvage, mais il ne me charma point. Alors Circé, me frappant de sa baguette, me dit « Va maintenant dans l'étable rejoindre tes autres compagnons. » À peine eut-elle prononcé ces mots que je tirai mon glaive aigu et que je me précipitai sur la déesse comme si je voulais la tuer. Soudain, Circé, poussant un grand cri, se baissa, embrassa mes genoux et m'adressa ces paroles entrecoupées par les sanglots. « Qui es-tu donc? Quelle est ta ville et quels sont tes parents? Je suis vraiment frappé de surprise, car tu as bu ce philtre sans en être charmé. Cependant, nul homme jusqu'à ce jour n'a pu résister aux effets de ce breuvage. Serais-tu cet ingénieux Ulysse qui devait venir dans cette île à son retour d'Ilion, comme me l'avait annoncé Hermès, le dieu au sceptre d'or? Eh bien donc, remets ton glaive dans le fourreau et partageons la même couche. Unissons-nous enfin et chassons la défiance de nos âmes. » Pardon. Alors jusqu'à présent, on a travaillé surtout sur la trame du récit, d'accord, sur les différentes étapes qui conduisent Circé à la métamorphose ou transformation des compagnons d'Ulysse. Maintenant, j'aimerais que l'on s'intéresse davantage à la relation entre Circé et Ulysse, à savoir qu'est-ce qui se passe concrètement, que conseille Hermès et que fait Ulysse, d'accord? Donc, pour pouvoir essayer d'approfondir cette relation, si je puis dire, entre les deux personnages, je vais en fait vous montrer deux autres tableaux. Vous savez que j'aime bien travailler sur la correspondance entre le texte et l'image. Allez, en avant. Alors, voici donc les deux tableaux dont je vous parle. Le premier, donc, a été peint par un certain Bartholomus Pranger, je suppose que ça se prononce ainsi, et s'intitule Ulysse et Circé. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les références de ce tableau parce que parfois, vous avez des images mais aucune référence sur Internet. Le deuxième tableau, donc, a été peint, brossé en l'an 1786 par Angelica Kauffmann et s'intitule Circé faisant des avances à Ulysse. Bon, regardez ici, je vous donne des consignes. La première consigne concerne le tableau de droite et je vous demande d'observer le geste, que fait effectivement Circé. Donc regardez, je vais regarder le tableau ici, le tableau de droite c'est donc celui-ci, et donc je vois ici un geste, hop, je vais l'agrandir ce geste.
regardez attentivement. Que fait Circé? Circé met la main sur le genou d'Ulysse, d'accord? Donc ça, c'est pour ce qui concerne la première question, d'accord? C'est fait. Je passe à la deuxième. Tableau de gauche, observons le visage d'Ulysse. Alors, voilà, on a ici le visage. Alors, quelle est l'expression ici, d'après vous? Comment réagit Ulysse par rapport aux avances de Circé? Regardez attentivement ce visage. Eh bien, on pourrait dire finalement qu'Ulysse n'est pas véritablement satisfait, si je puis dire, par l'attitude de la déesse. Donc, vous l'aurez compris, Circé ne souhaite pas jouer aux cartes avec Ulysse, d'accord? Ni aux cartes géographiques, ni aux cartes à jouer. Donc évidemment, il s'agit d'une entreprise de séduction qui va d'ailleurs dans le texte, eh bien, s'achever par un acte sexuel, d'accord? Chose qui est totalement édulcorée dans votre manuel de français que je vous montre ici, d'accord? Parce qu'effectivement, l'éditeur n'a pas souhaité que ce passage-là fût clairement exprimé, d'accord, que les intentions de Circé fussent clairement exprimées subjonctif imparfait. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle vous devez vous reporter à votre manuel de français pour la lecture de ce texte-là, parce que je ne veux pas que vos yeux soient abîmés par l'écran de l'ordinateur, mais en même temps, je me suis inspiré d'un texte qui est beaucoup plus fidèle à l'esprit d'Homère. Si vous vous souvenez bien, dans la première séance consacrée à Homère, à un moment donné, j'ai évoqué la biographie de Laède, c'est-à-dire du poète grec. Je vous ai dit que Platon, philosophe grec, avait rejeté Homère. Il l'avait rejeté pourquoi? Parce qu'il le considère comme un poète immoral. Donc il faut bien qu'à un moment donné, vous ayez des traces de cette immoralité dans le texte pour que vous découvriez le véritable Homère. Alors quand je parle d'immoralité, c'est immoralité par rapport à une morale conventionnelle. Et c'est plus souvent d'ailleurs l'immoralité des dieux que l'immoralité des êtres humains. D'accord? On va donc poursuivre l'analyse de ce texte. Nous allons nous poser la question suivante. Est-ce que l'on peut faire un lien entre la séduction de Circé, les avances de Circé? Est-ce qu'on peut faire un lien donc entre le désir sexuel concrètement et la métamorphose des compagnons d'Ulysse? Autrement dit, entre la fiction, la métamorphose, et l'expression du désir qui est à l'œuvre dans le passage. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Alors pour répondre à cette question-là, je vais m'interroger sur la métamorphose. Ok? Ce thème de la métamorphose ne vous est pas totalement étranger. D'abord parce que vous avez lu effectivement les 16 métamorphoses d'Ovide. D'abord, disais-je, parce que vous avez travaillé sur les métamorphoses d'Ovide. Voilà, ici vous avez la couverture donc de l'édition par Françoise Rackmoul, souvenez-vous. Ensuite, vous savez pertinemment que, dans la mesure du possible, il y a un lien entre la métamorphose et la faute commise, ou entre la métamorphose et le caractère du personnage, la fonction du personnage. Par exemple, regardez ici, j'ai pris deux métamorphoses. J'ai pris la métamorphose donc d'Arachné en araignée et la métamorphose donc de Midas en âne. En fait, c'est une métamorphose partielle dans la mesure où en fait, ce sont des oreilles d'âne qui poussent donc sur la tête de Midas. Prenons par exemple la métamorphose de Pallas et d'Arachné. Voilà, je grossis ici donc la gravure qui a été faite par Antonio Tempesta. Ici, on voit effectivement que les mains d'Arachné ici se transforment en araignée, d'accord? Le personnage donc est en pleine métamorphose. Et en fait, pourquoi est-ce que Arachné se transforme en araignée? Tout simplement parce que Arachné est une fileuse et l'araignée fait des fils. Il y a donc systématiquement une relation logique, pas systématiquement, le plus souvent possible, une relation logique entre le caractère du personnage, la fonction du personnage, les habilités du personnage, d'accord, et la métamorphose, d'accord. Midas, par exemple, est connu comme un personnage totalement stupide, d'accord, complètement abruti, et Midas, donc, va recevoir des oreilles d'âne, parce qu'il est incapable d'écouter la bonne musique d'Apollon, et qu'il se laisse séduire par la flûte de Pan. Ça va? C'est clair? Donc, une relation de sang. Allez, on résume. On résume ce qu'on vient de dire. Donc, je vous rappelle qu'on travaille sur le thème de la métamorphose pour comprendre ce qui se passe dans le texte intitulé La rencontre de Circé. Donc, on sait par exemple qu'il y a un personnage dans les métamorphoses d'Ovide, donc qui s'appelle Arachné, et Arachné est transformé en araignée, d'accord? De même que Midas est transformé en fait en âne.
Arachné, arachné est transformé en araignée, parce qu'arachné donc est une tisseuse, une fileuse, c'est bien clair, arachné. Et d'ailleurs on dit bien une arachnée pour une araignée. Midas, Midas est en fait un individu fruste, un individu grossier, et il est transformé en âne parce que justement c'est un âne au sens figuré. Mais alors la question c'est pourquoi les compagnons d'Ulysse sont-ils métamorphosés en cochons? Alors voilà la question que je me pose. Évidemment l'objectif c'est de faire le lien, encore une fois, avec, on l'a dit, les avances de Circé. Je vais donc vous parler du mot cochon. Je vais aller chercher le mot cochon dans le dictionnaire pour savoir si ce mot-là a plusieurs sens. Et s'il n'y a pas un sens, en fait, un SEM, diraient les spécialistes de la langue française, qui se rapporte effectivement au texte. D'accord? C'est clair? Alors, je vais vous montrer une petite carte mentale pour déployer, comme un éventail, les différentes significations du mot cochon. C'est parti. Alors, si je prends le mot cochon, effectivement, je disais le mot cochon, en fait, est polysémique. Ça veut dire quoi, polysémique? Ça veut dire donc qu'il a plusieurs sens. Le premier sens du mot cochon, ce sera donc un mammifère de l'ordre des artiodactyles. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne suis pas un spécialiste du cochon, d'accord? Et donc, on vous donne ensuite un synonyme, cochon sauvage, sanglier, d'accord? Ça, c'est le premier, enfin, en fait, c'est, vous voyez, j'ai marqué cochon 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans un dictionnaire, le mot cochon apparaît plusieurs fois, d'accord? On a un mot cochon avec une définition. Dans le dictionnaire, on va sauter une ligne ou aller à la ligne pour marquer cochon numéro 2, c'est-à-dire un autre mot. C'est bien clair? Je passe maintenant donc justement au deuxième mot cochon qu'on va pouvoir rencontrer. Cochon numéro 2 signifie qui est malpropre, sale, dégoûtant, grossier. Exemple, manger comme un cochon. D'accord? Et ce sens-là du mot cochon n'apparaîtra pas annexé au mot cochon 1. Ce sera un mot différent. C'est compris? Et il y a enfin un autre sens qui m'intéresse ici, c'est le suivant, cochon numéro 2. Alors pour le coup, si je prends ces deux définitions-là, elles apparaissent sous la même entrée. Cochon 2, individu qui a le goût des obscénités, vicieux. Exemple, c'est un vieux cochon. Alors quand je prends les deux définitions ici, qui est malpropre, sale, dégoûtant, grossier, et individu qui a le goût des obscénités, en fait, il faut bien vous dire que ces deux définitions se rapportent au même mot cochon, qui est en fait la deuxième entrée, c'est-à-dire cochon 2. C'est bien clair? Pour bien distinguer en fait le sens, on va dire le sens par extension du mot, de l'animal lui-même qui figurera donc au titre de cochon 1. C'est clair? Alors, est-ce qu'on peut établir une relation entre individu qui a le goût des obscénités, d'accord, cette définition-là, et le texte intitulé La rencontre de Circé? Évidemment que oui, évidemment qu'on va établir un lien entre le sens figuré du mot cochon et la rencontre de Circé et d'Ulysse. Pourquoi? Parce que regardez, déjà Hermès dit à Ulysse, fais attention, Circé va te demander, grosso modo, pour le faire simple, de coucher avec toi. Bon, comment le sait-il? Comment le sait-il? Ça veut dire que Circé a quand même une réputation, si je puis dire, qui précède ses actes, d'accord? Donc, Circé est une déesse qui se comporte de manière légère, de manière libre, qui n'est pas soumise, en fait, à la morale, donc, à la morale, on va dire, judéo-chrétienne. Encore que cette morale judéo-chrétienne, pardon, c'est un anachronisme, elle n'existait pas à l'époque. En tout cas, elle n'est pas soumise à la notion de fidélité conjugale, elle n'est pas soumise à l'idée que l'on se représente de l'amour et de la sexualité, d'accord? D'ailleurs, c'est quand même assez étonnant, elle est agressée par Ulysse, et à la suite de cette agression, que demande-t-elle? Elle demande à partager son lit, d'accord? Donc, effectivement, sans aller jusqu'à dire que Circé est une cochonne, mais vous l'avez compris, c'est un petit peu ce sens-là, malgré tout, qui est à l'œuvre dans le texte. C'est pour ça que quand vous lisez Homère dans votre manuel, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a toute une dimension qui peut vous échapper, toute une dimension, effectivement, qui n'est plus à votre portée. Ça va? Je poursuis. Bon, alors, admettons effectivement qu'il y a un lien entre le cochon, c'est-à-dire l'individu, homme ou femme vicieux, et Circé qui se comporte de manière légère. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a un lien entre cette définition du cochon que nous avons vue et les compagnons d'Ulysse. Pourquoi? Pour quelle raison? Les compagnons d'Ulysse, premièrement, écoutez bien, les compagnons d'Ulysse se laissent charmer par la voix de Circé, d'accord? Donc, ils vont rentrer, passer le portique du palais de Circé, et à un moment donné, Circé va accueillir ses compagnons-là, va leur faire la fête, leur servir du vin, les installer sur des fauteuils. Attendez,
On est bien d'accord qu'on est ici dans une atmosphère de plaisir, dans une atmosphère délicieuse. Donc on pourrait supposer quoi ici? Même si vous êtes des enfants, j'essaie de m'exprimer avec un langage chaste, mais je pense que vous comprenez. On pourrait supposer que les compagnons d'Ulysse éprouvent quoi? Du désir sexuel, comme Circé en éprouve pour Ulysse. Et pour quelle raison? Pour la première bonne raison, c'est que vous imaginez, regardez par exemple sur votre droite le bateau, tous les compagnons d'Ulysse sont enfermés sur un bateau, ils sont en mer pendant des jours et des jours et des jours et des jours, et donc on se doute bien que ces compagnons d'Ulysse, évidemment, n'ont pas de relation sexuelle, d'accord? Donc dès qu'ils voient une déesse sous les traits d'une femme, on imagine qu'ils soient émoustillés, pour utiliser un langage chaste. Ça va, c'est compris? Donc je rappelle que l'objectif, c'est de faire le lien entre la métamorphose en cochon et la signification et le désir sexuel qui est à l'œuvre dans le texte. Alors, pour prendre des notes, regardez, j'ai créé en fait un cartouche. J'ai créé un cartouche vide. Je vais effacer au fur et à mesure des termes. Donc, je vais vous dicter en fait le texte que vous allez prendre. Vous allez donc marquer grand 3, sauter une ligne après donc ce que nous avons fait la dernière fois. Sauter une ligne marquée grand 3, signification de la métamorphose. Et donc je commence. Vous écrivez comme Ovide, virgule, Homère donne parfois, donc je répète, vous avez écrit grand 3, signification de la métamorphose. Comme Ovide, Homère donne parfois une signification, donc je répète, comme Ovide, Homère donne parfois une signification. Comme Ovide, Homère donne parfois une signification morale, d'accord? Je vais revenir sur cette idée de morale. Comme Ovide, Homère donne parfois une signification morale à la métamorphose. Comme Ovide, Homère donne parfois une signification morale à la métamorphose. Ça y est, vous y êtes? Vous avez pris en note cette phrase? Métamorphose ou transformation. Ce mot de métamorphose, vous le connaissez maintenant. Je poursuis. La transformation, vous voyez, c'est pour éviter de répéter le mot métamorphose que j'utilise ce mot-là. La transformation des compagnons d'Ulysse. La transformation des compagnons d'Ulysse. La transformation des compagnons d'Ulysse en porc. La transformation des compagnons d'Ulysse en porc signifie que les Grecs n'ont pas, je vais mettre une majuscule le mot grec, excusez-moi, signifie que les Grecs n'ont pas résisté, et, car c'est le participe passé, non pas ER comme je l'avais écrit par faute des tours de riz, d'accord, c'est le verbe résister au passé composé, signifie que les Grecs n'ont pas résisté au désir sexuel, d'accord? Donc je répète ce texte. Comme Ovide, Homère donne parfois une signification morale à la métamorphose, la transformation des compagnons d'Ulysse en porc signifie que les Grecs n'ont pas résisté au désir sexuel. Ils ont cédé, allez je termine un petit peu de patience, ils ont cédé à leur instinct animal, pardon, ils ont cédé à leur instinct animal, et c'est pour cela qu'ils deviennent des animaux. D'accord? Alors je vais expliquer. En fait, on voit bien quand même que malgré tout, Homère n'est pas en train de dire que la sexualité libre c'est une bonne chose. C'est pas du tout ça. D'accord? Circé est du mauvais côté avant qu'Ulysse ne la dompte, si je puis dire. D'accord? Avant qu'Ulysse effectivement ne puisse, la rendre inoffensive. Donc en fait, Ulysse est du mauvais côté, les compagnons d'Ulysse aussi font une bêtise quand ils effectivement acceptent les avances de Circé. Donc on est bien d'accord que cette sexualité débridée n'est pas vue en bonne part par le poète Homère. Finalement, le personnage du texte qui représente la morale et qui représente, on va dire, la vaillance morale, c'est Euryloque. Pourquoi? Parce que fait Euryloque? Euryloque voit la déesse Circé qui est très appétissante, mais il ne cède pas. Il résiste. Et je vous parlerai d'ailleurs de cette résistance, parce qu'en fait je propose ici une relecture du texte d'Homère via une doctrine. Je vous en parlerai tout à l'heure, qu'on appelle la doctrine du stoïcisme. Ok? Donc je relis le texte une dernière fois. Comme Ovide,
Homère donne parfois une signification morale à la métamorphose. La transformation des compagnons d'Ulysse en porcs signifie que les Grecs n'ont pas su résister et, pourquoi est-ce que le R est apparu, j'en sais rien, au désir sexuel. Ils ont cédé à leur instinct animal et c'est pour cela qu'ils deviennent des animaux. Vous allez comme moi encadrer signification morale. Je l'aurais dû encadrer plutôt une signification morale. Ça va pour tout le monde? Allez, on poursuit. Alors, si vous regardez attentivement, je viens de placer à côté de la réponse que j'ai dictée le buste d'un penseur grec qui s'appelle en fait Zénon de Kition, qui est donc exposé au musée des Beaux-Arts Pouchkine à partir, donc buste qui a été réalisé à partir d'un original. Ce nom de Zénon vous est, j'imagine, parfaitement inconnu, mais pour les philosophes, c'est quand même un penseur qui a fait date. Alors, ce penseur, en fait, a créé une doctrine qu'on appelle le stoïcisme. Alors, je m'exprime mal, on ne dit pas créer une doctrine. En fait, il a promu, voilà, c'est le terme correct que j'aurais dû employer. Donc, ce penseur a promu une doctrine qu'on appelle le stoïcisme. Qu'est-ce que le stoïcisme? Alors je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, d'accord, donc je serai incapable pour commencer. En tout cas, l'un des éléments de cette doctrine stoïcienne qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, pour les stoïciens, il faut avoir une maîtrise parfaite de ses émotions pour être heureux, de ses émotions et de ses désirs. Autrement dit, la résistance corporelle est un signe finalement un signe, on va dire, de grandeur, d'humanité. Donc être capable de résister. Les stoïciens disent ne te plains pas de ton sort, supporte-le, supporte-le. Et Euryloque, finalement, on pourrait effectivement l'envisager ici comme une sorte de stoïcien avant l'heure. Pourquoi je dis stoïcien avant l'heure? Parce qu'en fait, le personnage de Zénon que vous avez sur votre droite a vécu bien après Homère. Du coup, en fait, que s'est-il passé? Les stoïciens, que ce soit Zénon ou un autre, ont proposé une relecture de l'Odyssée à la lumière de la doctrine philosophique. En disant, regardez, que montre ce passage sur Circé? Ce passage montre qu'il faut résister à ses émotions, à ses désirs, à sa chair. Euryloque résiste. Ulysse, d'une certaine façon, ne résiste pas, mais il envisage la situation avec sang-froid. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ce qu'Hermès lui demande de faire. Bien évidemment qu'il a une relation sexuelle avec Circé, mais il ne cède pas au désir de la même manière que les compagnons d'Ulysse peuvent céder. C'est-à-dire que le premier objectif d'Ulysse, c'est d'abord de sauver ses compagnons avant de satisfaire les besoins de son corps. Ça va, c'est clair? Donc on pourrait effectivement proposer une lecture stoïcienne du passage consacré à Circé. Est-ce que je suis clair? Est-ce que ça va? Alors si vous n'avez pas compris ce passage-là, c'est pas bien grave. Vous savez que je fais toujours des parenthèses culturelles parce que c'est important que vous puissiez ouvrir votre esprit, que vous puissiez accoucher vos esprits, comme le dirait Socrate, autre philosophe grec. Alors j'aimerais revenir donc aux considérations sur le mot cochon que j'avais faites avec vous avant d'aborder le thème de la pour aborder le thème de la métamorphose. D'accord? Donc revenons à ce qu'on avait dit. On avait dit en fait qu'il y a deux mots cochons, d'accord? Et qu'il y a un mot, le cochon numéro 2 si je puis dire, il y a un mot qui reçoit deux acceptions, c'est en fait deux définitions. D'accord? Quand on regarde le deuxième mot cochon 2, on verra premier sens, qui est malpropre, sale, dégoûtant, grossier. Et deuxième sens, individu qui a le goût des obscénités vicieux. D'accord? Donc, on va dire que les compagnons d'Ulysse sont des cochons, que Circé est une cochonne. Enfin, tout le monde est cochon. On est bien d'accord que si je dis cochon, c'est une critique. D'accord? Regardez le terme. Le terme vicieux est beaucoup plus fort que cochon, on est bien d'accord, mais si je dis cochon, c'est une critique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Homère, finalement, ne prenait absolument pas une sexualité libre. Faut pas se méprendre par rapport à ça. Ce qui m'intéresse maintenant, parce que vous êtes en 6e et qu'il faut travailler le vocabulaire, c'est est-ce qu'il existe d'autres animaux, à part le cochon, qui reçoivent un sens figuré, d'accord? Par exemple, je ne sais pas si je vous dis que tel homme politique est un charognard. Est-ce que vous pensez que c'est positif? Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est effectivement maintenant de travailler sur différents animaux, hein, on va le faire à l'oral d'abord, on va pas forcément le faire à l'écrit, différents animaux qui vont recevoir en fait un sens figuré et qui vont permettre d'établir une relation avec des conduites humaines. Ça va? Allez, en avant. Donc, le sens figuré de quelques noms d'animaux. Donc le cochon, c'est clair.
Le sens propre, mammifère de l'ordre des artiodactyles, cochon sauvage sanglier, on avait dit, et le sens figuré, individu qui a le goût des obscénités vicieux. Ou plutôt non, excusez-moi, on pourrait très bien dire ici un premier mot, le premier mot cochon, et un deuxième mot. En fait, tout dépend de celui qui fait le dictionnaire, et tout dépend le travail des lexicographes. C'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui font des dictionnaires, des lexicographes. Je vais maintenant prendre d'autres animaux. Je vais prendre l'âne, je vais prendre ici le vautour, et là je vais prendre ce qu'on appelle des vermines, d'accord? Les insectes. Donc en avant. Prenons l'âne par exemple. Si je prends le sens propre pour le mot âne, âne sera un mammifère sauvage ou domestique, plus petit que le cheval. Et le sens figuré de âne, si je dis tu es un âne, ce que je ne dirai jamais à un élève, vous le savez, ça veut dire quoi tu es un âne? Ça veut dire qu'en fait tu es bête, d'accord? Donc évidemment, c'est un autre sens. C'est le sens figuré du mot âne. Alors pour le coup, regardez, pour le mot âne, c'est bien le même mot que l'on a, un sens propre et un sens figuré. Alors que pour le mot cochon, en fait, l'individu qui a des goûts obscènes, c'est pas le même mot que le cochon qui désigne l'animal, d'accord? Je vais maintenant prendre l'oiseau ici, le rapace que l'on voit ici. Alors en avant. Donc c'est un vautour, d'accord? Un vautour, oiseau rapace de grande taille, au bec crochu, qui se nourrit de charognes. Donc ça c'est le sens propre, la définition du mot vautour. Quel est le sens figuré maintenant? Un vautour est un individu dur et rapace qui aime le gain à l'excès et qui veut s'enrichir, d'accord? On le dira par exemple, on dira d'une personnalité politique qui est corrompue que c'est un vautour, d'accord? Ce sera une insulte. Ou par exemple d'un chef d'entreprise qui va effectivement abuser de son pouvoir. On dira aussi que c'est un vautour. C'est clair? Donc on voit bien qu'en fait j'ai utilisé différentes couleurs. Regardez, si je prends par exemple le rose foncé fera référence au sens figuré du mot. Et si je prends maintenant le rose clair, ce sera ou le mot différent, ou le sens propre. C'est clair pour tout le monde? Alors, je passe maintenant aux petites bestioles que l'on voit à la fin de la page. Alors, ces petites bestioles, voyons voir. Donc, en fait, ce sont des vermines. Qu'est-ce qu'on appelle une vermine? Ce sont En fait, la vermine, c'est donc un ensemble d'insectes parasites de l'homme et des animaux. Ça peut être des poux, ça peut être des morpions. En fait, la vermine, ça peut être des larves aussi, la vermine. Et regardez le sens figuré et littéraire. La vermine, c'est l'ensemble des individus méprisables et nuisibles à la société. Donc le mot vermine peut être utilisé comme une insulte. Alors je poursuis maintenant mon travail, regardez, avec d'autres animaux, d'accord? Une vipère, un éléphant, un loup et un oiseau, une pie en fait, d'accord? Donc je répète, une vipère, un éléphant, un loup et une pie. Et pour chacun de ces animaux, nous avons un sens figuré que j'ai caché, que j'ai dissimulé. Si je prends la vipère, qu'est-ce que c'est qu'une vipère? C'est un serpent à tête triangulaire, aplati, à deux dents ou crochet à venin. Un animal très sympathique. Bref, cet animal très sympathique a donné des expressions qui forcément seront négatives. Par exemple, on dit avoir une langue de vipère, d'accord? Passer son temps à dire du mal des autres. Voyez le sens figuré? En fait, une vipère, c'est une personne malfaisante, dangereuse. Une langue de vipère. Pardon. Et vous savez que le serpent a très mauvaise presse, très mauvaise réputation dans la littérature. Quel est le serpent que vous connaissez parfaitement parce que vous avez travaillé sur le texte de la Bible? C'est le fameux serpent de la Genèse, effectivement, qui va dire à Adam et à Ève de croquer, qui va demander à Adam et à Ève de croquer le fruit défendu. Très juste. Passons au mot éléphant. Alors un éléphant, vous savez tous ce que c'est. Un grand mammifère ongulé, herbivore, vivant par bande dans les forêts humides. Bon, jusque-là, pas de problème. Mais si je vous dis par exemple que cette personne, est un éléphant de l'entreprise, ou que cette personne est un éléphant de ce parti politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une personne indispensable, d'accord? Donc un personnage important. On parlera d'un personnage important, d'un éléphant. Sans doute par rapport à la corpulence de l'éléphant, on a l'impression qu'il est inamovible, d'accord? Que l'éléphant est indétrônable, ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? On passe maintenant au mot loup. Alors pour le mot loup, j'ai pris une expression qui est en relation directe avec les aventures marines d'Ulysse. Regardez, un loup est effectivement un mammifère carnivore
qui ne diffère pas beaucoup d'un grand chien. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Mais peut-être que vous ne connaissez pas l'expression loup de mer. Le loup de mer est un vieux marin qui a beaucoup navigué et qui a des manières rudes. Donc, vous voyez, ce sera l'autre sens, en quelque sorte, du mot loup. Et par rapport à là, alors, j'imagine que l'expression loup de mer ne vous est pas forcément familière. En revanche, regardez, trouvez une expression vis-à-vis du mot pie. Pardon. Alors, une pie. Qu'est-ce qu'elle fait, pie? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Pardon. Quels sont les personnages qu'on appelle des pies? Par exemple, si je dis en classe, que je ne dis jamais non plus, mais bon, peu importe. Si je dis, mais mon Dieu, mais mes élèves sont de véritables pies, qu'est-ce que ça veut dire? Qui passent leur temps à bavarder, d'accord? À bavarder, et vous savez que le bavardage nuit au résultat. Donc, en avant, je vous dévoile le sens figuré du mot pie. La pie, donc, locution familière. Être une pie signifie être une personne très bavarde. Ça va? C'est clair? Alors, figurez-vous que j'ai dans la tête depuis 3 jours, parce que ça fait déjà 3 jours que je pense à cette séance sur la rencontre de Circé. Je vous cache pas que ça a été difficile d'ailleurs de monter ce projet. Et j'ai dans la tête une chanson d'un artiste absolument épatant, qui porte le nom de Juliette. Et Juliette a créé une chanson, donc une chanson française, intitulée Le sort de Circé. Une véritable merveille. Alors, comme il y a des droits d'auteur, des questions de droits d'auteur, je ne vais pas pouvoir vous faire écouter la chanson. En revanche, je peux vous parler de l'interprète. Je peux éventuellement vous montrer le texte de la chanson et vous renvoyer au site officiel de la chanteuse. Donc j'aime bien terminer mes séances par un petit parcours culturel ou par des rapprochements, d'accord, des prolongements de cours. Donc je vais prolonger ce cours sur la rencontre de Circé avec la chanson de Juliette, extraite de son album Mutatis Mutandis. Alors vous voyez, en fait vous avez la jaquette de couverture donc de l'album de Juliette sur votre gauche. Et donc la chanson que vous allez découvrir tout à l'heure, c'est Le sort de Circé. L'album a été publié en 2005. Alors, Mutatis Mutandis, c'est le nom de l'album. C'est une locution latine qui signifie littéralement « ce qui devait être changé ayant été changé ». On la traduira par « une fois effectués les changements nécessaires ». Alors, en fait, vous voyez bien que le changement est tout à fait en relation avec la métamorphose. Et oui, forcément, je fais un changement, je métamorphose quelque chose. Alors, en fait, on avait au départ, souvenez-vous, donc, une métamorphose des compagnons d'Ulysse en cochon. Mais imaginons, est-ce que les hommes ne peuvent pas se transformer, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, en charognard? Est-ce que les hommes ne peuvent pas aussi se transformer en vermine? Eh bien, c'est un peu la question que se pose Juliette. Et vous allez le voir, la chanson est absolument délicieuse. Juliette se dit: moi, pauvre Circé, parce qu'en fait, vous allez voir qu'elle se met à la place de Circé. Moi, pauvre Circé, j'ai transformé les hommes en cochons, mais imaginons qu'ils deviennent demain des charognards, des vautours, ou qu'ils deviennent de la vermine. Que vais-je devenir? Donc, en avant, je vais vous lire le texte, d'accord? Et vous renvoyer au site internet de la chanteuse. Commençons peut-être par le site internet avant de vous parler du texte. Comme ça, vous pourrez écouter chez vous la chanson. Alors, nous sommes ici sur le site officiel de la chanteuse Juliette, d'accord? Donc, vous avez accueil ici, donc les différents spectacles qui sont programmés, les différentes chansons, d'accord? Voyez, donc là, vous avez un autre visage de Juliette, le nouveau spectacle. Ensuite, vous avez différentes musiques. Alors, je tenais à vous préciser, là, je vous renvoie sur le site officiel parce que c'est ce que je dois faire. En revanche, je vais utiliser un autre lien internet pour que vous puissiez écouter la musique, la chanson de Circé, parce qu'elle n'est pas sur le site en fait. Là, vous avez les concerts, la newsletter, enfin plein de choses. Si vous tapez donc dans le moteur de recherche YouTube Le sort de Circé Juliette, vous allez tomber effectivement donc sur ces 2 vidéos. Donc en cliquant, vous allez pouvoir écouter la chanson. Vous avez ici donc, alors évidemment c'est pas le site officiel, c'est ce qui me gêne un peu. J'aurais aimé que la chanson apparaisse dans le site officiel, mais c'est pas possible. En tout cas voilà, vous savez que vous pouvez écouter la chanson sur YouTube. Je vais maintenant vous lire le texte en avant. Du temps que j'étais belle et bien un peu puérile, je transformais les hommes en animaux. Ô combien de marins, ô combien d'imbéciles j'ai changé en pourceau. Alors pourceau est un synonyme de cochon, d'accord? J'avais de la malice, jetant mes maléfices aux compagnons d'Ulysse.
Mon nom vous parle encore de légendes anciennes. On m'appelle Circé et je suis magicienne. Mutatis mutandis, ici je veux un groin, un jambon pour la cuisse et qu'il te pousse au rein un curieux appendice. Mutatis mutandis, maintenant je t'impose la couleur d'une rose de la tête au coccyx. Mutatis mutandis. En fait, on pourrait le traduire par petit à petit, en quelque sorte, d'accord, en le faisant. Si tant est qu'il est vrai que tout dans le cochon peut nous paraître bon, dans l'homme, non. Je n'ai fait que donner la forme qui convient à ces jolis nourrins. Le nourrin est un synonyme de cochon, c'est un jeune cochon. Je n'ai fait que donner la forme qui convient à ces jolis nourrins, prisonniers de mes bauges, de mon œil qui les jauge, de ma main qui remplit l'auge, pataugeant dans la boue, pauvres petits humains. Seriez-vous plus sereins, esprit saint ou porcin? Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas reproduit le refrain, d'accord? J'ai juste marqué refrain, mutatis mutandis, ici je veux un groin. Donc c'est le refrain que vous avez sur votre gauche, d'accord? Mais le temps a passé et j'ai jeté mes dopes, mes poudres, mes potions, mes sortilèges. Il y a longtemps qu'Ulysse a rejoint Pénélope, entre autres sacrilèges. Je vais de port en port. Regardez comment je l'écris. Comment Juliette l'écrit. Je vais de port en port, je vais de port en port, voir si je trouve encore un homme dans chaque port, un homme dans chaque port. Vous voyez l'écriture? Évidemment, quand Juliette chante, vous ne faites pas la différence. Hein? Je vous répète donc ce jeu de mots. Je vais de port en port, voir si je trouve encore un homme dans chaque port. Constatant que personne dans ce monde en déglingue, c'est-à-dire ce monde qui finit mal, constatant que personne dans ce monde en déglingue ne met plus de magie au fond de sa seringue, quand ce n'est qu'en gorée que je l'ai transformé, les voici désormais enivrés par le fric, le pouvoir les combine, changés en charognards, en vautours, en vermine. Alors, regardez le refrain qui change maintenant. Mutatis mutandis, ici je veux des dents, que ton poil se hérisse, qui coule dans ton sang la fureur et le vice. Mutatis mutandis, que brûle dans ton cœur la haine et l'avarice, et prends du prédateur la sinistre pelisse. Je termine ce texte. Vous voyez, le refrain a été changé. Pourquoi? Parce que les hommes sont devenus différents. La pauvre Circé, finalement, ne peut plus transformer des hommes en porcs. Ces hommes sont déjà transformés ou en vautours ou en vermine. Donc, sois aveugle et sois sourd et mène au sacrifice la pitié et l'amour, mutatis mutandis. Pardon. Eh bien voilà, c'est la fin de ce cours. Donc, j'ai eu l'occasion d'aborder plusieurs choses. Donc, j'ai mis en relation le texte d'Homère avec des toiles, différentes peintures. Vous vous en souvenez, par exemple, la coupe de Circé, c'était, voilà, effectivement, John William Waterhouse, effectivement, je ne sais pas si je le prononce bien, mais peu importe. Donc, on a travaillé sur des tableaux, on a travaillé aussi sur des références philosophiques, je vous ai parlé de Zénon, d'accord, du stoïcisme. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je vous ai parlé aussi d'une chanson, la chanson de Juliette, qui s'appelle Le sort de Circé. J'aimerais quand même, avant de vous laisser, juste quand même pour vous montrer à quel point cette chanson est absolument géniale, vous parlez des jeux de mots qui sont à l'œuvre dans cette chanson. Par exemple, le sort de Circé. Que signifie le sort? Le sort, en fait, quand on prend le mot sort, c'est un terme qui est polysémique. Le sort, ça veut dire le destin. Et le destin de Circé, c'est malheureusement pour elle, sniff, de découvrir qu'elle n'a plus personne à transformer. Voilà. Parce que c'était bien du temps où l'on pouvait transformer les hommes en cochons, parce qu'ils étaient cochons. Aujourd'hui, ce ne sont plus des cochons, nous dit Juliette. Ce sont des vautours et des charognards. Autrement dit, des hommes encore pires. Des hommes qui ne pensent qu'à l'argent, qu'au pouvoir, etc. D'accord? Donc, le sort de Circé, finalement, c'est de constater qu'elle n'a plus rien à faire. Et en même temps, regardez, c'est une magicienne. Que signifie jeter un sort? Eh bien, jeter un sort signifie transformer quelqu'un avec une baguette magique, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, dites-vous bien que si vous voulez savoir, si vous voulez mesurer
l'intelligence d'un texte, si vous voulez vraiment savourer les mots d'un texte, posez-vous la question de savoir, est-ce que les mots dans le texte sont travaillés en fonction des différents sens qu'ils occupent dans le dictionnaire? Est-ce qu'on travaille sur toutes les dénotations d'un mot, toutes les connotations d'un mot? Si c'est le cas, vous êtes en présence d'un beau texte et Juliette est une chanteuse extraordinaire. Voilà, je vous invite à la découvrir en tout cas. Alors, sur ce, comme j'ai terminé mon cours, je vous souhaite bon courage, bon confinement et vous dis à très bientôt. Au revoir.